Bonjour, Bonjour. merci à tous pour votre participation ce matin. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors oui, cet atelier digital ce matin porte sur la thématique de l'eau et de l'économie circulaire. Nous attendons toujours donc quelques instants que tout le monde se connecte et en attendant, je vous invite tous à vous renommer, à indiquer votre prénom et le nom de votre entreprise. Cela nous permettra de mieux vous identifier tout au long de cet atelier. Pour rappel, cet atelier est également enregistré et nous vous enverrons le replay et la synthèse des échanges à la suite de l'atelier. Vous pouvez prendre connaissance des logos des membres participants. Euh, voilà, j'ai l'impression que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Donc ce matin, nous sommes ravis, l'équipe Club est ravie de vous accompagner, Joanne et moi-même, ainsi que Gaspard, responsable de développement et consultant chez Circulaire. Gaspard animera également les échanges en sous-groupe. Et donc ce matin, du côté des intervenants, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Poirier, qui est responsable du pôle transition écologique chez AFNOR Certification et qui est également membre du Club Circulaire. Donc, Béatrice va nous présenter les apports concrets de la norme ISO 46001 pour une utilisation efficiente de l'eau. Et son expertise va être complétée par Manuela Mohamed, responsable QSE et membre COPIL RSE chez Oya Vision Care France, qui est le deuxième groupe ophtalmique mondial et certifié ISO 46001. Donc Manuela nous fera un retour terrain sur le management de l'eau dans la fabrication de leurs verres. Et enfin, nous aurons l'intervention d'Anne-Laure Beignet, chargée de mission eau à la direction Impact au sein du groupe EDF, et qui va nous partager les actions de mise en œuvre pour améliorer leur sobriété hydrique. Donc, elle nous parlera notamment d'exemples concrets de réutilisation d'eau sur un site thermique, de récupération des eaux de pluie et des eaux évaporées. Et donc, pour rappel, cet atelier se compose de deux temps forts. On a 1h15 de temps d'expertise qui est associé à des temps de questions-réponses et ensuite 45 minutes de temps d'échange en sous-groupe qui sera suivi d'une conclusion en plénière. Et quelques bonnes pratiques sur Zoom avant de commencer. Donc vraiment, nous vous invitons à tous bien vous renommer, donc prénom et nom de l'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de discussion tout au long de l'atelier. Nous y répondrons. Ou n'hésitez pas également à les poser directement à l'oral pendant les temps de questions-réponses. N'oubliez pas de couper votre micro si vous n'intervenez pas. Voilà, pour les bonnes pratiques. Et sans plus attendre, donc je laisse la parole à Béatrice sur la certification ISO 46001. Alors, bonjour à tous. Heureuse de vous présenter la norme, la certification, mais tout d'abord, on va commencer par le contexte. Alors, je pense que si vous êtes là, vous connaissez largement ce contexte. Donc, si on peut passer voilà, à la diapo. Alors déjà, oui, rapidement, donc AFNOR, j'appartiens à AFNOR Certification. Donc c'est une des entités du groupe AFNOR, sachant qu'historiquement l'AFNOR est connu pour ses activités de normalisation, donc élaboration de normes volontaires, qu'elles soient au plan français, au plan européen ou au plan international. Et j'en parlerai plus tout à l'heure. Donc au sein d'AFNOR Certification, donc on développe des prestations et moi je suis plus spécialisée dans tout ce qui est environnement, énergie et économie circulaire. Et donc j'anime une équipe de chefs de projet sur ces aspects. Alors on va passer à la diapo suivante. Donc par rapport au contexte, donc tout le monde fait ce constat. Le cycle de l'eau est perturbé par le changement climatique et les activités humaines. On sait qu'il y a une augmentation des besoins en eau douce, notamment par essence liée à la croissance démographique, par rapport au secteur agricole, mais aussi par rapport aux besoins en énergie, parce que il y a une centrale
nucléaire, hein, juste pour prendre cet exemple, a besoin d'eau pour dans le cadre de son refroidissement, par exemple. Mais on peut citer aussi, hein, le développement accru de tout ce qui concerne l'IA, toutes les activités numériques qui sont consommatrices d'énergie, mais aussi, si on regarde toute la chaîne de valeur, énormément consommatrices en eau. On aurait pu croire qu'on était à l'abri, hein, de sécheresse en France, du moins pour la région nord, compte tenu de l'hygrométrie de cet hiver. Et en fait, il n'en est rien, hein, puisque au mois de juin, il a quasiment pas plu. Et aujourd'hui, il y a 39% des réserves d'eau qui sont sous la normale mensuelle, et il y a déjà 53 départements qui sont en restriction d'usage. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il va falloir commencer à réfléchir à comment faire avec moins d'eau. Je vous ai mis un rapport chaque année. En fait, les Nations Unies publient un rapport lié à la ressource en eau, et je vous ai mis le lien pour accéder à ces rapports qui sont assez détaillés, assez fouillés, et qui donnent un certain nombre d'éléments liés aux enjeux liés à cette gestion des ressources en eau. Donc les conséquences, bien, on voit bien qu'il y a un impact, hein, sur la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Ça renforce les inégalités sociales, et puis ça désorganise, hein, les activités, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit le développement économique, la sécurité alimentaire, et puis la production énergétique. Voilà pour quelques aspects introductifs. Et puis ensuite, donc les enjeux pour les organisations. Donc là, je vous ai indiqué au plan international, c'est vrai que les entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE, le secteur de l'eau, hein, est présent, hein, dans l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 6, hein, qui est de garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement, et puis d'assurer une gestion responsable des ressources. Au plan européen, bon, même si cette directive CSRD est mise à mal dans le cadre de l'Omnibus, il y a quand même la norme ESRS E3, hein, qui pointe sur les impacts des ressources hydriques, sur les mesures pour réduire la consommation, et puis des mesures pour la protection des écosystèmes en général, mais plus particulièrement des écosystèmes aquatiques. Et puis au plan français, on assiste année après année à la publication d'arrêtés sécheresse pour limiter les consommations d'eau auprès des industriels. Et c'est vrai qu'une industrie qui est privée d'eau, c'est pas sans conséquence. Et pour cela, il y a l'exigence de la part de Dreal auprès de certains industriels de mettre en œuvre un plan sobriété hydrique, notamment pour certaines ICPE. Et puis, on voit aussi de nouvelles opportunités pour la réutilisation des eaux usées dans le contexte réglementaire. Et c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. On assiste, alors il manque voilà, on assiste à effectivement au niveau national à des textes qui s'enchaînent, hein, que ce soit les mesures de restriction en période de sécheresse, des éléments liés à la réutilisation dans les industries du secteur alimentaire, hein, avec une ouverture, hein, vers plus de réutilisation. Tout ce qui toujours dans le domaine de l'agroalimentaire, l'usage d'eau recyclée, hein, comme ingrédient dans les compositions de denrées alimentaires. Tout ce qui il y a aussi un retravail, hein, au niveau des agences de l'eau sur les redevances en matière par rapport les redevances des agences de l'eau.
pour, bah, parce que c'est vrai que les agences de l'eau, plus on consomme, plus elles ont de redevances. Donc on voit bien que le système, il n'est pas tout à fait équilibré, mais il en est de même pour aussi, on sait aujourd'hui, on sait que la valeur de l'eau, le prix de l'eau est peut-être pas suffisamment valorisé, hein, et donc forcément, on va aller vers petit à petit une augmentation du prix de l'eau. On peut citer par exemple l'agglomération de Toulouse qui fait des tarifs modulés en fonction des saisons, ce qui est un nouveau schéma. Et puis on assiste dans la région lyonnaise à des euh, comment dirais-je, les contrats qui sont passés avec les entreprises telles que Veolia, Suez pour l'eau potable, indiquent ils sont plus financés au mètre cube d'eau, mais plus aux économies qu'ils peuvent réaliser sur la maîtrise des fuites sur le réseau. Donc on voit des textes qui vont vers vers des pratiques en cas d'arrêté sécheresse, vers plus d'utilisation d'eau recyclée, réutilisée, et vers des modifications des modèles d'affaires pour les fournisseurs d'eau. Donc on voit que ça bouge. Alors, on peut passer à la diapo d'après. Oui, alors juste un point, ce qui me semblait important, et je vais arriver sur la 46001. Qu'est-ce qui est exigé dans les plans de sobriété hydrique, les PSH? Donc d'abord un diagnostic précis de toutes les consommations d'eau, des process industriels et des autres usages, et de l'ensemble des rejets associés. Donc faire une cartographie sur l'eau. Ensuite, ce qui est exigé, c'est de se positionner par rapport aux meilleures technologies disponibles et à l'état de l'art. L'industriel doit voir comment il se situe par rapport à ces technologies, à peut-être ces nouveaux dispositifs de nettoyage, par exemple. Ensuite, il doit définir des actions de réduction tant en matière de prélèvement qu'en matière de diminution des rejets. Et puis, il doit avoir des éléments de calcul du volume de référence, définir un volume de référence. D'ailleurs, mon entreprise, pour fonctionner, elle a besoin de tel volume. Et l'idée, quelque part, c'est par rapport à ce volume de référence, voir comment se positionner et voir s'il y a vraiment une amélioration. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, avant de se lancer dans tout cela, il y a quelques bonnes questions à se poser pour la mise en œuvre de bonnes pratiques. C'est au sein de mon entreprise, quel est le réel prix de l'eau? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a la facture d'eau, mais souvent cette eau dans les process industriels, on va lui appliquer des traitements. Et puis, alors il y a aussi souvent des industriels qui vont faire des forages, qui vont forer directement dans la nappe phréatique. Donc, ils vont aussi faire un certain nombre de traitements pour intégrer ça dans leur process. Il y a aussi l'eau qui peut être un vecteur énergétique. Donc, par exemple, dans certains, ça peut être de la vapeur, ça peut être de l'eau qui est chauffée, ça peut être de l'eau glacée. Donc, ça peut être de l'eau qui sert au refroidissement d'installation. Donc, il y a tout cela qui peut être alors, oui, je vois la question. Qui est concerné par les PSH? En fait, c'est les industries qui sont qui sont les plus consommatrices en eau, et c'est dans le cadre d'un plan hydrique. Et c'est donc les DREAL qui exigent cela des industriels. Ça concerne environ une cinquantaine d'industriels. Voilà. Mais
ça commence par les plus gros et au fur et à mesure, ça se rapprochera des 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 autres populations d'autres populations. Heu et donc j'en étais à donc bien réfléchir à quel est le prix réel de l'eau et en prenant en compte à la fois les traitements, les pré-traitements, mais aussi les 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 traitements en sortie ou les pré-traitements en sortie, heu, tout ça est à prendre en compte. Et puis, si on se met dans un scénario, comment mon site va faire face ou pourrait faire face à un arrêté sécheresse? Quel est le coût pour moi, hein, d'un arrêt de production? Par rapport au est-ce qu'il y a des stockages d'eau qui seraient possibles dans mon entreprise? Comment m'approvisionner différemment? Donc toutes ces questions-là font amène finalement à une meilleure gestion du risque, à une analyse peut-être des opportunités et surtout à donner des prix parce qu'en fait c'est vrai que pour un comité de direction c'est important d'avoir de se référer à un prix. Et puis je voulais juste rappeler les bonnes pratiques. C'est vrai dans bon nombre de que ce soit pour les déchets, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit aussi pour l'eau. Les 4 R, hein, donc d'abord je commence à réduire, après j'essaie de voir si je peux pas remplacer et on le verra, Manuela reviendra sur, je pense cette notion. Ensuite, comment je peux éventuellement réutiliser, voire recycler? Sachant que la réutilisation, est moins impactante que le recyclage parce que ça nécessite forcément un traitement. On va passer à la suite. J'ai l'impression que je suis un petit peu bavarde, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors le panorama des normes dans le domaine de l'eau, donc d'un point de vue normatif, il y a énormément de normes, hein, qui sont dans le domaine de l'eau. Je voulais en citer une plus précisément. Il s'agit de la norme 14 046 qui est la norme sur l'empreinte eau. Alors c'est vrai que ça va être je vais pas focaliser sur cette norme parce que le sujet c'est l'ISO 46001, mais la 14046 permet de définir, son empreinte eau comme il y a l'empreinte carbone. Donc là, on est bien sur le cycle de vie, de l'eau, par rapport à un produit ou un service, quelle est l'empreinte eau? On va intégrer cette perspective de cycle de vie. On va avoir les notions d'unité fonctionnelle, les notions de transparence, de pertinence, de complétude. Et puis, on va définir des objectifs, un champ d'étude, on va faire un inventaire, on va évaluer les impacts sur l'eau. Il va y avoir des éléments liés à l'interprétation et à la revue critique. Donc ça, c'est vraiment si je veux faire l'empreinte eau par exemple, d'un textile, je vais prendre cette norme pour faire l'empreinte eau. Aujourd'hui, là, il va être question de l'ISO 46001, qui est la norme sur l'utilisation efficiente de l'eau au sein de mon organisation. Il faut savoir que cette norme, elle date de 2019, pardon. Elle est sortie donc en 2019 et elle entre en révision depuis le mois de juin. Elle vient de rentrer en révision et cela pour 3 ans. Au sein d'un comité qui s'appelle le TC 224 sur l'eau potable, les eaux usées et, tous les services associés. Donc, si vous vous intéressez vraiment à ce sujet, vous pouvez tout à fait rejoindre la commission de normalisation pour améliorer le texte de l'ISO 46001 qui date de 2019. Vous me direz, c'est pas si vieux que ça. Mais il y a eu la mise en œuvre d'un certain nombre de systèmes de management sur l'utilisation efficiente de l'eau, ce qui fait que on a un retour d'expérience. Et puis, donc là,
ce texte, en fait, il a été, la décision, hein, a été prise notamment par 5 pays qui sont leaders. Singapour, hein, puisque c'est de Singapour, hein, qu'est né cette ISO 46001, le Canada, la France, le Royaume-Uni et la Corée. Donc c'est les 5 pays qui sont phares là-dessus. Alors on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc l'ISO 46001, qu'est-ce que c'est? C'est une norme de système de management qui a la structure donc PDCA, donc on va dire Plan Do Check Act, donc c'est la même structure normative que la 9001, la 14001 et la 50001. C'est une norme de système de management qui est certifiable et qui est applicable à tout organisme. Donc elle définit ce qu'est l'utilisation efficiente de l'eau. L'objectif, hein, c'est d'avoir une approche de réduction, de remplacement et de réutilisation et de mettre en œuvre une organisation qui est pérenne au sein de l'entreprise, et on est dans une optique d'amélioration continue. Donc on ne va pas vous dire dans cette norme il faut réduire de 5% tous les ans. C'est à vous de vous fixer vos objectifs tout en ayant une organisation, et on va le voir juste après. Donc la diapo suivante. Donc, ce qui est important au démarrage, donc comme pour les plans de sobriété hydrique, il y a nécessité de voir quelles sont les sources. Donc mon eau en entrée, elle provient c'est l'eau de ville, c'est peut-être des prélèvements dans la nappe, c'est peut-être d'autres sources à voir. Donc, on va regarder quels sont les usages de l'eau dans mon entreprise ou dans mon organisation, quels sont les process de traitement en amont, mais aussi les process de traitement en aval. Et on va définir un indicateur de performance métier. Donc, c'est quelque part l'indicateur sur lequel on va se baser pour voir comment on se situe. Et on va aussi voir quelles sont les possibilités de réutilisation, voire de recyclage. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est l'ensemble des paragraphes de la norme, structuré en Plan Do Check Act. Plan, je fais un état des lieux et je fais un plan d'action. Do, je mets en œuvre. Check, je vérifie. Et Act, je vois qu'est-ce qui marche pas, et je me fixe de nouveaux objectifs pour continuer dans une boucle d'amélioration continue. Alors en termes de spécificité, on va trouver je vous ai mis les petites gouttes d'eau là, c'est les paragraphes qui sont vraiment dédiés à l'utilisation efficiente de l'eau. Donc tout d'abord, une partie importante, c'est d'identifier à la fois le cadre réglementaire, mais aussi les besoins et attentes des parties intéressées. Et là, c'est vrai que dans le domaine de l'eau, c'est important de s'attacher aux consommateurs sur mon bassin versant. Je peux peut-être être en concurrence avec de l'agriculture, avec du tourisme, avec les habitants. Comment je m'intègre et quels sont les besoins et attentes de la collectivité sur ce sujet-là, mais aussi des agences de l'eau, de tout l'écosystème lié à l'eau. Je vais définir un domaine d'application, je vais définir des objectifs, et je vais surtout faire une analyse de mes usages et voir où sont les gisements d'économie d'eau. Donc, par rapport à ce que je vous dis, finalement, la mécanique, elle se rapproche grandement de ce qui est fait en ISO 50001. C'est la norme sur les systèmes de management de l'énergie. Donc, on pourrait la résumer au comment améliorer ma performance énergétique. Et donc, on se rapproche davantage de cette 50001 dédiée à l'eau qu'à d'autres normes. Ensuite, donc, je vais
en le paragraphe 8.1, planification et maîtrise opérationnelle. Et puis donc la conception et la fourniture de services d'eau et de produits et équipements. Donc là, je vais faire un travail pour voir si je change les équipements, quel équipement pourrait être le plus économe en eau, par exemple. Et puis tout ce qui est maintenance et inspection, le terme d'inspection, on est plus sur l'inspection des fuites, hein, bien sûr, là-dessus. Et puis ensuite la surveillance, la mesure et l'évaluation. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc le process, hein, j'ai des éléments d'entrée, donc je vais travailler sur quelles sont mes sources d'eau, les facteurs qui influent. Alors je suis désolée, il y a une petite erreur qui influe sur les usages, hein. L'utilisation de l'eau passée, présent. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Les activités, les fonctions utilisant de l'eau, la variabilité, les variables pertinentes, hein, qui affectent l'utilisation de l'eau et la performance de cette utilisation. Et je vais faire une revue, donc je vais analyser tout ça pour identifier les usages qui sont significatifs et puis je vais identifier, hiérarchiser et identifier donc les opportunités. Et ensuite, ça va me donner des objectifs, des cibles, des indicateurs et un plan d'action. Alors, faut-il travailler d'abord sur l'empreinte? Il n'y a pas de nécessité de travailler sur l'empreinte parce que là, on est vraiment sur l'utilisation de l'eau au sein de mon organisation. Donc, je ne vais pas rechercher et au sein du bassin versant quelque part. Donc, je vais pas, c'est d'autres outils tels que la 14046 qui vont me permettre de voir l'utilisation en amont et en aval. Mais là, je suis vraiment sur au sein de mon site, qu'est-ce qui se passe. Les étapes de certification, eh bien, c'est la certification, je dirais, relativement classique avec un audit initial et des audits de surveillance tous les ans et une certification pour 3 ans. Donc c'est du classique, je dirais, tout en sachant que, et c'est la diapo d'après si je me rappelle, voilà. Alors, pour faire les liens entre les normes de système de management, donc l'ISO 46001, on est bien sur l'amélioration des performances de l'utilisation efficiente de l'eau. C'est applicable aux consommations, à la réutilisation et au traitement des eaux de l'organisme. Donc quand on dit consommation, c'est y compris s'il y a un prélèvement dans la nappe. Donc on est bien attaché au site finalement. Et si on regarde la 14001, on est sur l'amélioration des performances environnementales globales en prenant en compte la chaîne de valeur dès lors qu'on peut avoir une influence ou un impact sur cette performance environnementale. L'objectif, c'est de prévenir les pollutions et donc d'améliorer ses performances. Et c'est applicable à l'ensemble de la chaîne de valeur, comme je le disais. La 50001, on est sur l'amélioration de la performance énergétique. Et donc, cette 50001, la 46001 et la 50001 peuvent largement fonctionner ensemble, hein, puisque bien souvent, quand on mesure ses consommations d'énergie, on peut relativement facilement intégrer aussi les données liées à l'eau. Et c'est applicable, donc la 50001 est applicable aux consommations énergétiques de l'organisme. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, je vous ai mis, pour en savoir plus, donc on a au sein du groupe un organisme de formation qui propose des formations liées à l'eau. Je voulais vous mettre aussi, il y a un guide de l'eau qui a été réalisé par la fédération Périfem, hein, qui regroupe. Alors, on est plus dans le domaine de la distribution, mais j'ai trouvé que leur guide était quand même relativement
intéressant avec beaucoup d'exemples. Donc, je vous invite à le télécharger. Et puis, donc, notre page pour la certification ISO 46001. Voilà, ben, je vais passer la parole à, à- à- excusez-moi, euh, à Manuela, pardon, excusez-moi, et Pas de problème. qui est donc certifiée ISO 46001. Ben, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi c'est Manuela, je suis responsable QSE chez Oya Vision Care France, qui est un fabricant de verres de lunettes. Donc on est un groupe japonais mais implanté en France depuis 2000 maintenant. Et dans nos process de fabrication, on utilise de l'eau. Bon, ça c'était rapidement pour vous situer un peu l'entreprise. Donc on est un groupe japonais implanté dans plus de 160 pays dans le monde, avec une division autour de la santé visuelle. Et donc, nous, on va être sur la production de verres de lunettes. L'entreprise, depuis son implantation en France, on peut passer à la slide suivante, a toujours été dans une dynamique de certification. Depuis 2005, elle a commencé avec l'ISO 9001 et la 14001, donc tournée autour de l'environnement. Donc c'était déjà un sujet majeur pour l'entreprise. Et ensuite vers la santé sécurité des salariés, l'origine France Garantie, le label RSE ensuite à partir de 2023 et tout récemment l'année dernière sur la 46001. Donc ça a toujours été une envie de l'entreprise, d'aller vers des certifications. Pourquoi? Pour surtout avoir un œil extérieur, en fait, sur notre démarche. Parce qu'on pourrait très bien se dire: «Je le mets en place et je le fais», mais sans aller jusqu'à la certification, mais nous, c'est pas notre volonté. Et puis depuis, plusieurs années, on a une démarche RSE. Le groupe Oya a une démarche RSE et a créé en 2022 un programme mondial qu'on appelle One Vision et qui est, avec un gros pilier autour de l'environnement. Donc qui devient vraiment un pilier de notre stratégie, qu'on veut mettre en place dans l'ensemble de nos pays. Et puis, est venu le sujet de l'ISO 46001. C'est vrai que je vous disais, la certification 14001, on l'a depuis maintenant, 20 ans. On s'est toujours, posé la question de réduction, d'éviter les gaspillages, de la réutilisation, de moins consommer, l'économie circulaire et cetera. Mais on n'avait pas vraiment fait un focus sur l'eau. On s'était plus concentré sur, la gestion des déchets, sur, la partie énergétique, par exemple. Mais l'eau est liée en toute transparence, notamment au prix de l'eau qu'on peut avoir qui est, quand on compare à nos factures d'électricité, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Mais on savait que pour nous, c'était un enjeu. On a aussi des objectifs de production de réduction de notre consommation d'eau, donc il fallait qu'on se penche, sur ce sujet notamment. On peut passer à la slide suivante et donc on a regardé un peu quels étaient on s'est d'abord posé la question des enjeux parce que, heu, qu'est-ce que cette norme et cette certification allait nous apporter et quels étaient les enjeux, derrière? Donc bien sûr, les enjeux environnementaux, c'était même pas une question. Les enjeux économiques, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait, même si, hein, il y a souvent un ROI malheureusement, qui va être plus long que celui, par exemple, pour l'énergie. Il y avait des choses aussi qui étaient très intéressantes qu'on pouvait mettre en place. Des sujets réglementaires, bien sûr, puisqu'on a un site ICPE, donc il y a tous les enjeux de l'eau, des rejets, notamment, autour de l'eau, parce que c'est quelque chose qu'on regarde aussi, toute la partie rejet, qu'on regarde aussi dans l'ISO 46001 et stratégique, puisque, bah, nous, et ce qui a aidé aussi l'entreprise à se lancer dans la démarche, c'est que, cette norme commençait à apparaître dans nos appels d'offres.
De plus en plus dans nos appels d'offres, les sujets RSE prennent de plus en plus de place, donc c'est une bonne nouvelle. Un dernier appel d'offres qu'on a répondu, par exemple, l'année dernière, les sujets RSE, c'était 30% des points. Et donc, ça a aidé aussi l'entreprise à se challenger sur ces sujets de l'eau et à aller plus loin que sa démarche qu'elle avait déjà mis en place, etc. Et des enjeux, bien sûr, techniques et organisationnels sur, sur notre production d'eau et notre consommation d'eau dans notre usine. Sur la mise en œuvre de l'ISO 46001 dans une industrie, pour nous, je dirais que dans un premier temps, si vous avez déjà cette démarche de certification, c'est plutôt simple de rajouter une autre certification, parce que c'est un peu la même logique qu'on peut retrouver sur les autres normes 9001, 14001, etc. Donc la première étape, c'était l'engagement de la direction, bien sûr. Il faut engager tout le monde pour aller vers une nouvelle certification, puisque tout le monde est impliqué dans cette nouvelle démarche. Comme l'a expliqué Béatrice, il y a tout un travail en amont qui va être un diagnostic de notre consommation d'eau et vraiment aller dans le détail de où je consomme de l'eau, où je peux avoir du gaspillage, où j'ai des perditions. Donc, par exemple, si je chauffe de l'eau, je peux avoir des pertes d'eau. Si j'ai de l'humidité dans mes déchets, je peux avoir de la perte, etc. Donc, c'est vraiment une cartographie mais pas macro. On va beaucoup plus dans le détail, parce que nous, on avait déjà fait une cartographie, mais très macro. Et là, on est allé vraiment dans les détails. Donc, avec un investissement sur la mise en place de compteurs, par exemple, en plus, etc. Pour vraiment avoir une cartographie de notre consommation et de savoir ce qui rentre, ce qui sort, et est-ce que j'ai pas une déperdition entre-temps. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant à faire et qui implique en fait tous les corps de métier dans une production. On va de la production, QSE, à la maintenance, et on va à tous les niveaux hiérarchiques également. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette cartographie-là, vous vous concentrez, la norme vous demande vraiment de vous concentrer sur les usages significatifs de l'eau. Donc une fois que vous avez fait cette cartographie, vous regardez un peu où vous consommez le plus d'eau et où vous avez les plus grands potentiels de réduction. Et vous concentrez sur ces domaines-là dans un premier temps, ce qui permet en fait de se focus sur certains éléments, de ne pas s'éparpiller. Et voilà. Et nous, ça nous a permis notamment, par exemple, de se rendre compte sur les usages de l'eau, mais plutôt côté sanitaire. Parce que par le passé, on s'était concentré vraiment sur la partie production, là où on consomme le plus. Mais on s'est rendu compte que sur la partie sanitaire, parce que par exemple, nous, on va avoir une cantine, on va avoir des douches, on va avoir des sanitaires. Et sur cette partie-là, on avait un potentiel de réduction de plus de 20%. Donc on a fait de cet usage-là un usage significatif, et potentiellement, je pense qu'on n'aurait pas regardé ça dès le début si on n'avait pas travaillé, avec cette norme. Voilà ce que je voulais vous dire et puis ensuite, oui, donc ensuite on met tout en place un système de management, de l'eau, avec des revues de l'eau, des suivis d'indicateurs comme on peut faire sur d'autres thématiques par exemple, ou que vous pouvez déjà faire avec des indicateurs métiers comme le disait, Béatrice. Donc par exemple pour nous, c'est le verre produit ou ça va être, le personnel, par exemple pour l'eau sanitaire, pour avoir et ça permet aussi une meilleure communication et sensibilisation des personnes puisque, par exemple, nous on communique, aux salariés chaque mois, bah, voilà, en moyenne, vous avez consommé, tant de litres d'eau par personne, ce mois-ci. Donc ça permet à chacun de se sensibiliser et de se dire: «Ah bah, on a fait mieux que le mois dernier» ou au contraire: «Ah, ce mois-ci, on a fait moins bien» et ça permet aussi de démarrer des conversations entre salariés sur ces sujets-là, notamment et ensuite on est sur un système habituel de suivi de mesure de ces indicateurs et d'amélioration toujours. Hem, Avec, comme toute autre certification, donc des audits internes, des revues de direction et la certification qui va ensuite. Donc c'est assez classique, sur une certification autre qu'on peut avoir. Les bénéfices, nous, qu'on a pu observer,
On a vraiment vu des optimisations de consommation d'eau. On s'est rendu compte que en fait, en faisant cette cartographie de l'eau, on s'est rendu compte de gaspillage qu'on faisait. On s'est rendu compte, par exemple, sur certaines machines, on utilisait de l'eau ultra pure. Et en fait, aujourd'hui, on n'utilise plus que de l'eau adoucie. Donc là, on a fait une économie, par exemple, de consommation d'eau et aussi de coûts, puisque produire de l'eau adoucie sur notre site est beaucoup moins cher que de l'eau ultra pure qu'on a. Ça nous a permis d'éviter les gaspillages aussi. On s'est rendu compte que sur certaines machines, on avait trop souvent du gaspillage. Donc, on a amélioré notre maintenance préventive, par exemple. Et donc, notre performance globale sur notre consommation, notre réutilisation aussi, on a de l'eau qu'on réutilise d'un process à l'autre. Donc, ça nous a permis aussi de l'améliorer et donc d'améliorer, comme je disais, la performance globale. L'image de marque, bien sûr, a amélioré, mais je dirais même la marque employeur. Globalement, les salariés sont fiers d'être aujourd'hui la seule entreprise certifiée par l'AFNOR sur ce sujet-là. Et, auprès de nos clients notamment, c'est quelque chose qui est très, très apprécié. Et de nos parties prenantes de manière un peu plus globale. Et puis bien sûr, on est toujours dans ce cycle de PDCA et d'amélioration continue. Donc cette certification et cette norme va nous aider, nous accompagner à nous améliorer sur ces différents points-là. Et voilà, et là je voulais juste vous mettre quelques indicateurs clés sur l'eau ici, avec par exemple, on a eu, grâce notamment à cette certification, mais pas que, une réduction d'eau par verre fabriqué de plus de 60% en 10 ans, moins 20% de consommation d'eau globale en 10 ans notamment. Et sur l'année 2024, on consommait à peu près un peu plus de 7,8 litres d'eau par verre, quand l'année d'avant, on était à un peu plus de 8. Donc on voit aussi l'impact là qu'on a pu avoir lié à la certification de l'eau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Manuela, pour ton intervention. Merci également à Béatrice. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question. Peut-être, Gouragam, est-ce que tu veux prendre la poser directement à l'oral? Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, euh, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Ah, ok, ok. Merci beaucoup pour la présentation. Par exemple, par rapport à votre mise en œuvre, donc par exemple, vous avez parlé des compteurs que vous avez utilisés. Donc, est-ce que c'est le cas que les compteurs étaient directement liés avec les usines où vous fabriquez vos produits? Et est-ce que c'est le cas que vous avez utilisé ces compteurs avec les outils numériques, par exemple, pour optimiser les usines aussi, etc. Donc, c'est ça la question. Mm. Merci. Alors, nous, ça va être un petit peu particulier. On reste quand même euh, niveau France, en tout cas, parce que cette certification, elle a été mise en place qu'en France, pour Oya, en tout cas, pour l'instant. On reste une petite usine, au niveau PME, on va dire plutôt. Et donc, on a à peu près, je dirais sur notre site, on a à peu près entre 15 et 20 compteurs. Donc, on est resté sur des compteurs classiques. Je sais qu'il existe des compteurs numériques qui peuvent être connectés. Mais au vu du nombre et de l'investissement, dans un premier temps, on est resté sur des compteurs classiques. Mais je crois que c'est moins développé les compteurs numériques comme on connaît sur l'énergie, où là, il y a des compteurs connectés qui sont très, très bien et qui fonctionnent très bien. Sur l'eau, c'est un peu moins le cas. On avait regardé un peu, mais c'est moins développé aujourd'hui pour l'instant. Ok, merci. Merci beaucoup. De rien. Merci, Gouragam. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 minutes avant de passer à l'intervention d'Anne-Laure. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole directement.
Oui, bonjour, Guillaume de Valéo, j'avais une question. C'est suite à la mise en œuvre de votre norme, hein, la 46001, est-ce que vous avez eu une évolution de la considération du prix de l'eau, de l'impact du coût de l'eau, ou de la mise en place d'un calcul du coût de l'eau pour tout ce qui est investissement et ROI? Vous parlez sur nos factures d'eau directement ou Bah, sur d'autres? plutôt, c'est comment, en fin de compte, comment vous avez considéré à partir d'un moment l'eau Hmm, dans vos investissements? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes arrêté purement à un coût lié à la facture? hmm, On sait que c'est pas très élevé, enfin, même si ça va oui. augmenter. Ou est-ce que vous avez, en fin de compte, renchéri ce coût de l'eau avec différents aspects que vous avez pu déterminer par cette norme? Sur le coût de l'eau, donc bien sûr, il y a le coût lié à la facture, mais nous, on a aussi des process de traitement. Je vous parlais d'eau adoucie ou d'eau ultra pure, où là, on va avoir un coût aussi lié à cette production-là, avec la gestion de ce qu'on appelle nous cette station d'eau, la maintenance préventive qui peut être faite, le changement des bouteilles de résine, etc. Donc, on a pris aussi en compte ce coût-là, mais Mhm. qui, bien sûr, si je le compare à ma facture d'électricité, n'a rien à voir, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, mais comme on a aussi des enjeux au-delà de simples coûts, c'est aussi pour ça qu'on est allé vers cette certification. Mais non, si vous calculez votre coût de l'eau en prenant simplement votre facture, Mhm. et encore, ça dépend encore de la consommation, je pense que ça suffira pas à se dire je vais avoir un ROI qui va être très bon. D'accord. Donc, oui, vous êtes arrêté que vraiment à vos coûts. Vous n'avez pas. Enfin, d'accord. Après, éventuellement, oui, la norme pourrait, si vous incluez les parties intéressées, l'impact potentiel des parties intéressées, Mm. les coûts associés à l'impact vers les parties intéressées, vous ne l'avez pas intégré pour le moment. Pour l'instant, non. Ok. Merci. On a une autre question de Tuitiane. Quelle a été la durée de la mise en œuvre de cette norme ISO 46001 en première étape? Alors nous, faut dire qu'on avait, je vous disais, hein, ça va dépendre vraiment d'une taille d'entreprise. Donc nous, on est monosite. Je suis basée à la production, donc c'est aussi beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'histoire à distance. On avait déjà un système de management intégré, donc ça, c'est aussi, ça aide fortement. Et on faisait déjà des choses sur l'eau, donc on partait pas de zéro. Mais je dirais que c'est une histoire de quelques mois, avec tous ces critères qu'on avait déjà. Très bien. Tuitiane, vous voulez compléter ou Non, non, c'est bon, merci beaucoup, c'est très utile. est-ce que vous avez d'autres questions? Donc pour rappel, Béatrice participera aux échanges en sous-groupe. Donc si d'ici là vous avez voilà, d'autres questions à lui poser, vous pourrez directement échanger avec elle pendant ce temps-là. Et sinon, nous vous transmettrons bien évidemment les présentations, le partage des ressources, les contacts de nos intervenants si vous souhaitez prolonger les discussions, voilà, ou si vous avez encore d'autres questions. Et donc, je vous propose de passer à l'intervention d'Anne-Laure Beignet. Voilà, Anne-Laure, donc, qui est chargée de mission eau à la direction impact au sein du groupe EDF. Anne-Laure, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Est-ce que au niveau son, image, c'est tout bon? C'est tout bon, c'est parfait. Ok, super. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la démarche de sobriété hydrique qui a été mise en place au sein du groupe. Et avant de venir vers des exemples concrets, je voulais vous rappeler les enjeux liés à l'eau pour le groupe et pourquoi en fait on a pris un nouvel engagement eau. Donc je vais pas reprendre les éléments de contexte sur l'eau parce que ils ont été bien énoncés
par Béatrice Poirier tout à l'heure. Donc, la tension croissante sur la ressource du fait du changement climatique, les tensions autour des usages, d'où l'importance de cet enjeu. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, pour le groupe, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sujet de l'eau? Il y a un chiffre à avoir en tête, c'est que 90% de la production d'électricité du groupe EDF dépend de la ressource en eau. Donc, c'est bien sûr l'eau pour faire tourner nos usines hydroélectriques et c'est l'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires et des centrales thermiques. Au-delà de cette utilisation d'eau pour la production d'énergie, c'est aussi un enjeu majeur pour nos autres activités industrielles, les réseaux de chaleur, les usines métallurgiques, par exemple, de Framatome. Et donc, on a un double enjeu qui est à la fois de permettre de poursuivre la possibilité de produire une énergie bas carbone en tant que facteur d'atténuation du changement climatique, tout en limitant nos risques liés à cette ressource et nos impacts. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, dans ce cadre, en fait, on a pris un nouvel engagement, c'était en mars 2025, qui vient finalement, voilà, c'est une étape, mais bien sûr, on regarde l'eau depuis qu'on a construit des barrages et depuis qu'on a construit des centrales de production. Mais voilà, cet engagement vient marquer un petit peu, vient asseoir en fait une posture de contribuer à la préservation de la ressource en eau afin de favoriser la résilience des écosystèmes dans lesquels nous sommes intégrés et de garantir, enfin de contribuer à de satisfaire, excuse-moi, j'ai un problème d'affichage, donc de satisfaire les usages de l'eau de façon concertée et durable. Ça, c'est le côté, on s'inscrit dans des bassins versants, dans une gouvernance de l'eau. Donc, je vous ai mis les 4 axes de cet engagement. Donc, je vais les citer, mais après, on viendra éclairer la partie sobriété hydrique. Donc, le premier axe, c'est à l'intérieur de nos sites, c'est d'avoir une démarche de maîtrise de notre empreinte eau et d'optimiser l'utilisation dans les process, à la fois en termes de quantité et de qualité, et d'engager cette réflexion dans la chaîne de valeur. Maintenant, si on s'oriente à l'extérieur de nos sites, c'est de s'engager pour la résilience des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Et ça, c'est à la fois par rapport à nos activités de multi-usage de l'eau. Donc, en fait, on a de nombreuses retenues pour retenues hydroélectriques. Et il y a 2/3 de ces retenues qui contribuent à du multi-usage de l'eau, c'est-à-dire de garantir du soutien d'étiage ou des conditions de code touristique ou des débits pour l'irrigation. On a aussi engagé des actions en faveur du grand cycle de l'eau, par exemple de restauration de zones humides. Et ensuite, on a 2 autres axes qui sont plutôt des moyens. L'un sur la gouvernance, on est très impliqué dans la gouvernance de l'eau avec des relais en local dans les différents comités, alors en propre ou via des représentations UFE, etc., dans les différents organes de gouvernance. Et un dernier axe, donc, qui est sur le développement de compétences et de partenariats et de sensibilisation en interne sur ces sujets. Si on passe à la slide suivante, je vais donner un peu plus de détails sur l'axe d'optimisation de l'utilisation d'eau. Donc là, donc comme je le disais, l'idée, c'est de maîtriser notre empreinte eau. Alors, quand on parle de l'eau, je vous ai dit, en fait, l'énergie est le premier secteur préleveur d'eau en France. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, 97% de l'eau douce que l'on prélève est restituée. Donc, c'est typiquement le fonctionnement des centrales nucléaires qui fonctionnent avec des circuits de refroidissement ouverts, où en fait l'eau va être prélevée, par exemple sur le Rhône, et directement restituée à l'aval, avec donc une petite élévation de la température de l'eau, mais qui est réglementée, une réglementation forte suivie par donc l'ASN et Edreal sur nos rejets thermiques. Et donc, 97% de l'eau prélevée est restituée, ce qui fait que finalement, le secteur de l'énergie est le 3e en termes de consommation d'eau, avec le secteur de l'agriculture et de l'eau potable avant.
Reste que donc on a une consommation d'eau importante et donc on a engagé ces actions de sobriété hydrique qui visent donc à optimiser la façon dont on utilise l'eau dans tous nos process. Et on va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc, on a donc engagé des plans de sobriété hydrique dans nos différentes entités, donc avec des plans en fait qui sont spécifiques finalement à chaque entité. Alors certains, parce qu'en fait on va avoir la production nucléaire, production thermique, mais on va avoir Dalkia et les réseaux de chaleur, Framatome et les industries métallurgiques. Donc on voit qu'on a une diversité d'activités et donc chaque business unit va donc décliner son plan de sobriété hydrique, certains qui sont déjà existants en cours depuis plusieurs années, d'autres pour lesquels c'est plus récent, voilà, et des mises à jour. L'idée étant que chacun puisse implémenter ses plans suivant les contraintes, les opportunités et les leviers qu'il identifie par rapport à ses activités. Et donc ensuite, bon, peut-être si on peut cliquer parce qu'il y a un petit bout qui va apparaître. Donc on a par exemple le plan de sobriété de nos centrales nucléaires qui a été mis en œuvre et qui a contribué, Béatrice le mentionnait, au plan de sobriété hydrique de la filière nucléaire, avec finalement les axes assez classiques de réduire des ambitions, de réduire les prélèvements d'eau industriels de 10%, je vais y revenir, d'améliorer la qualité de l'eau et de contribuer à la préservation de la ressource en eau, avec des actions autour de mieux comptabiliser les prélèvements, réaliser des cartographies des flux, donc pour bien identifier les usages de l'eau, réduire les pertes, réutiliser les eaux industrielles, etc. Au niveau groupe, on va avoir une coordination groupe de ces différentes plans hydriques des filières avec un groupe de travail sobriété hydrique qui vient permettre de faire du REX, des partages de bonnes pratiques, et puis des indicateurs groupes, notamment pour la CSRD, mais j'y reviendrai si besoin, parce que je vois que le temps file. Je voudrais aller directement sur des exemples concrets. Donc voilà, en fait, donc vous voyez, il y a ces plans de sobriété hydrique qui dépendent des filières, et en fait là j'ai voulu illustrer avec quelques exemples. Donc forcément c'est pas exhaustif, mais c'est voilà, pour illustrer un petit peu. Donc on a par exemple sur une centrale thermique, la centrale de Martigues dans le sud de la France. Donc c'est un CCG, un cycle combiné gaz. Donc c'est une centrale de production d'énergie sur la base en fait, de la combustion de gaz naturel, qui va faire tourner une turbine à combustion et une turbine à vapeur. Donc ce système a besoin d'eau, dans d'autres process, d'eau de refroidissement. Et en fait, notre direction Thermi a engagé des études technico-économiques ces dernières années pour essayer d'identifier les leviers pour réduire leurs utilisations d'eau. Et là, par exemple, sur la centrale de Martigues, il y a un système de recyclage des eaux de purge qui a été mis en place. C'est un système finalement assez simple, hein, avec finalement une tuyauterie, une pompe, et qui a été assez efficace puisque ça permet, donc ça a été installé en 2021 et en 2022, on a pu comptabiliser 90 000 mètres cubes d'eau récupérée, ce qui correspondait à peu près à 40% des besoins du site. Et donc, comme je disais, un système assez simple, donc ces études et cette installation a pu être réalisée en interne. Un autre exemple de solution, si on passe à la slide suivante, de solution mature et relativement facile, entre guillemets, à mettre en place, on peut citer le cas du système de récupération d'eau de pluie du site de Montbard. Donc, c'est un site de notre filiale Framatome qui produit des tubes en acier en allage nickel qui sont destinés à plusieurs systèmes et notamment à la fabrication des générateurs de vapeur de nos centrales nucléaires. Sur ce site, en fait, il y a une utilisation d'eau pour différents procédés industriels, par exemple le traitement de surface de ces tubes, le refroidissement, etc.
Et donc cette eau provient de deux sources principales. Donc une dans le canal j'ai oublié son nom, bref, un prélèvement en surface, et puis une utilisation d'eau de pluie qui était déjà existante sur le site, donc un bassin, une sorte de bassin d'orage, un système de décantation. Mais l'objectif du projet, donc, qui a été mis en place en 2023, c'était de pouvoir utiliser de l'eau de pluie de façon, on va dire, plus pérenne et avec moins de problèmes de développement d'algues, étant donné que cette eau qui était stockée et qui est restée à l'air, en fait, en période d'été, il pouvait y avoir des développements d'algues. Et le but de fiabiliser cette source d'eau, c'était d'éviter en fait d'avoir à réduire, voire arrêter la fabrication lors des périodes de sécheresse, avec des risques donc d'arrêter sécheresse. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est de mettre en place 7 cuves enterrées. Vous avez l'image à droite, donc qui totalise un volume de 2900 mètres cubes. Et ces cuves enterrées ont en fait l'avantage de garder l'eau dans des conditions, un niveau de qualité euh, très bonne, étant donné que donc elle est enterrée, elle reste à des températures moins élevées. Et donc en 2024, il y a par exemple 14 000 mètres cubes d'eau de pluie qui ont pu être utilisés par le site. Ça couvre à peu près les 3/4 des besoins de des installations. Bon, ça dépend bien sûr d'une année sur l'autre, mais on estime que ça peut permettre de couvrir notamment 3 mois d'exploitation sans avoir à pomper dans l'eau de surface pendant la période estivale. Donc là, j'ai illustré avec 3 solutions, on va dire, matures, existantes, mais pour certains cas, des solutions simples sur étagère, enfin existantes, n'existent pas encore. Et on a une démarche, si on passe à l'autre slide, de veille technologique. Et là, ça vient illustrer notamment l'enjeu qu'il y a à réduire la consommation d'eau pour les centrales nucléaires. Donc je reviens un petit peu sur la distinction prélèvement-consommation. Maintenant, on en parle beaucoup, donc, mais bon, ça vaut toujours le coup de le rappeler. L'eau consommée, c'est l'eau qui n'est pas restituée sous forme liquide dans le milieu. Et donc, en l'occurrence, pour le groupe EDF, c'est surtout l'eau qui est évaporée au niveau des aéroréfrigérants des centrales nucléaires. Donc, on voit la petite illustration là en bas à droite. Et donc, une façon pour nous, donc un enjeu pour essayer de réduire cette consommation-là, en fait, c'est que c'est pas si simple de modifier une telle installation. Et donc, on a une veille active des différentes solutions qui sont disponibles ou émergentes. Donc, c'est une veille qui est conduite par nos équipes de R&D. On va essayer d'identifier les différentes solutions qui existent ou qui sont donc en train d'émerger, et c'est de voir les capacités, enfin quels gains on pourrait espérer avoir, quels sont les différents enjeux, impacts environnementaux, les coûts que cela impliquerait de les mettre en œuvre. Donc voilà, on a une analyse multicritère de ces solutions, et une fois qu'on a identifié quelques solutions qui semblent être prometteuses, l'idée c'est de les tester, alors soit en laboratoire avec un modèle réduit, enfin, ou sur modèle réduit, on va dire, soit ensuite en réel sur le terrain. Donc là, je l'illustre avec une solution qui avait été identifiée, enfin, qui a été identifiée, c'est la solution Infinite Cooling. Donc c'est basé sur une solution proposée par une start-up avec un brevet qui a été déposé en 2021. L'idée, c'est de collecter de l'eau évaporée voilà, entre deux électrodes. Et donc, ça permet de capter cette eau qui va venir ruisseler sous gouttelette d'eau pure, vu que c'est de la vapeur qui se recondense. Donc, l'intérêt, c'est de récupérer de l'eau de bonne qualité qui pourrait partir vers les systèmes qui ont besoin d'eau déminéralisée, et que bon, ça pourrait réduire l'impact visuel de ce panache. Bon, là, aujourd'hui, c'est vraiment une solution qui est en test R&D. Les tests sont en cours, et on va essayer de voir on essaye de voir combien d'eau on arrive à collecter, la qualité de cette eau, la consommation électrique que ça engendre, etc.
Donc, si on passe à la slide suivante, et ce sera la dernière, voilà, j'ai essayé par ces 3 exemples d'illustrer le fait qu'il y avait des solutions, enfin qu'il n'y avait pas une solution unique, mais un panel de solutions à identifier suivant les systèmes, suivant la qualité de l'eau, voilà. Que certaines solutions existent et sont matures, d'autres sont encore à tester, à développer pour certains systèmes assez particuliers. Que ça nécessite de prioriser les efforts parce que forcément c'est du temps à investir, des budgets d'investissement, et que par ailleurs, au-delà de réutiliser, enfin réduire et réutiliser l'eau, il y a aussi des gros efforts à faire sur une meilleure métrologie des flux d'eau. Et donc en ce sens, nous on a engagé tout un pan de développement métrologique parce qu'il y avait voilà, une connaissance finalement de l'eau qu'on prélevait sur le site, mais des efforts à faire pour mieux comprendre, enfin quantifier l'eau utilisée suivant les différents systèmes. Et puis, bien sûr, donc une réglementation en évolution qui devrait permettre de déployer d'autres solutions par la suite. Voilà, donc finalement, j'avais beaucoup d'éléments à vous partager. Je suis allée un peu vite. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Anne-Laure. C'est très intéressant. On a un temps aussi de questions-réponses. Moi, j'avais une question pour Anne-Laure, Arnaud HSBC. D'abord, un grand merci, Béatrice, Manuela et Anne-Laure, pour la qualité des présentations. Anne-Laure, si je peux me permettre, et c'est un compliment, vous n'avez pas tout dit. Nous, on vous a vu sur vous parliez en fait de restauration de zones humides. On vous a vu sur de la gestion des forêts en amont de la Meuse pour fiabiliser à très très long terme en fait vos structures en eau. Et puis on vous a vu aussi sur l'Impact Bridge, sur une grande activité sur les nouvelles technologies côté EDF. Peut-être une question pour vous toutes. On a beaucoup parlé de volume d'eau, de mesure de la volumétrie. Alors, vous en avez parlé un petit peu plus, même sur le détail. Est-ce qu'on a aussi des mesures dans tous ces projets ou dans les normes avec une granularité sur la qualité de l'eau, l'origine et la provenance de l'eau, ou des indicateurs sur le reuse ou le rejet d'eau purifiée ou la qualité de l'eau? Alors, Ouais, alors, la question est plus sur des indicateurs dans les normes, c'est ça? Je suis pas sûre Oui. d'avoir. Est-ce qu'on a on parle beaucoup d'indicateurs de volumétrie d'eau, mais en fait, ma question, je parlais avec un chercheur du CNRS qui disait, en fait, sur la volumétrie de l'eau, si vous êtes sur une zone où les bassins hydrologiques est très fort, c'est pas évidemment le même effort en termes de trajectoire que si vous êtes en Bretagne où il y a peu d'eau et des affluents pollués. Est-ce que dans les normes ou en général dans vos projets, vous réfléchissez, vous travaillez aussi beaucoup sur des indicateurs de qualité de l'eau, c'est-à-dire de restitution de l'eau, de reuse, d'une eau moins polluée, d'une eau retraitée? Est-ce que vous travaillez sur les indicateurs de qualité de l'eau, en amont ou en aval? Oui, alors, enfin, je peux répondre de mon côté. Donc, Mm. sur la notion, en fait, la première notion qui était évoquée, c'était de stress hydrique. Donc, il y a des bases de données, la base de données Aqueduc, par exemple, qui va venir donner des informations sur le stress hydrique d'un bassin versant, et ce, à travers le monde. Donc, ça peut permettre de prioriser les bassins versants sur lesquels, enfin, les bassins d'implantation et donc les sites sur lesquels prioriser les efforts. Après, en qualité d'eau, nous, on a un suivi très strict et encadré de nos rejets thermiques et chimiques avec les DREAL et l'ASN, et qui viennent réglementer, enfin, et donc encadrer notre production. Donc, nous, on regarde voilà, nos rejets en termes de thermie, en termes de MSS. Enfin, il y a plein de critères qui sont regardés, mais c'est peut-être spécifique au nucléaire. Je ne sais pas si côté AFNOR, vous avez des infos alors, plus. il y a un arsenal important, mais je les connais pas. Il y a énormément de normes hein, pour qualifier une eau potable, pour faire les mesures. euh, je dirais que enfin, tout ça, ça me semble assez connu. Effectivement, il y a peut-être le champ des PFAS où là, effectivement, il y a pas mal de choses qui bougent côté normalisation pour justement mesurer ces PFAS.
Mais sinon, sur les autres pollutions, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis après, c'est comme le dit Anne-Laure, il y a énormément, enfin, dès lors qu'une installation est ICPE, c'est-à-dire une installation classée pour enfin, et dépend du régime ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, elle est assujettie elle peut pas rejeter n'importe quoi, n'importe comment. Donc elle a un certain nombre de contraintes pour mesurer ses rejets dans le milieu naturel, pour transmettre les données régulièrement selon la typologie de pollution et le régime à laquelle l'entreprise est soumise. Voilà. Je sais Si pas je, si c'est peut-être, si je- enfin, si je peux peut-être compléter, suite aux 2 audits qu'on a eus, nous, déjà autour de cette norme. Sur la qualité de l'eau en amont, on va venir, par exemple, nous regarder. On regarde plutôt sur la partie conductivité parce que nous, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Mais c'est surtout sur la partie aval, ce que je disais tout à l'heure sur les rejets. Donc nous, on est un site ICPE. Donc on va déjà regarder côté réglementaire, est-ce qu'on respecte bien la réglementation sur nos rejets. Mais on va même plus loin puisque par exemple, on a eu la question sur nos rejets atmosphériques. On a une partie de notre production qui n'est pas soumise à des mesures périodiques de ce qu'on peut rejeter dans l'atmosphère et qui peut avoir ensuite une incidence sur le cycle de l'eau. Et ben là, l'auditeur, par exemple, nous pose des questions sur cette partie-là et nous pousse à aller aussi plus loin. Donc, on prend aussi en compte. Et sur les indicateurs, bah, ça va être surtout nous, par exemple, sur la partie aval, où on va avoir des indicateurs de qualité de l'eau. Moins sur la partie amont, mais aussi parce qu'on a une eau qui vient d'une station d'épuration. Donc, ça joue aussi forcément. Merci beaucoup, toutes les 3. Merci. On a une question aussi de Loïc, si tu veux prendre la parole. Oui. Bonjour, Loïc Olsamedi pour le groupe Aramis. C'était un commentaire question. Pour rebondir, oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est la qualité, que c'est la qualité particulièrement qui est importante sur les consommations d'eau. Parce que, bon, c'est peut-être une vision un peu naïve, mais un aéroréfrigérant en soi, quand ça consomme de l'eau, il va vaporiser l'eau, ça va contribuer à former des nuages un peu plus loin sur le territoire. Et du coup, le vrai impact environnemental, je pense qu'il est plutôt sur la partie thermique, sur les rejets dans les cours d'eau, et sur la qualité, éventuellement si ça contient, je sais pas, des pollutions, des choses comme ça. Non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que la consommation, en gros, réduire la conso pour réduire la conso, je pense dans certaines industries, c'est pertinent, mais quand le seul déchet, enfin le seul impact, c'est la création de vapeur d'eau dans l'atmosphère, je sais pas si c'est particulièrement nocif pour l'environnement. Alors, je sais pas comment on s'organise pour répondre, peut-être donner un éclairage vu EDF. Après, en fait, moi, ma vision, c'est qu'il faut pas forcément mettre dos à dos l'un et l'autre. Je pense qu'on peut avoir des actions de sobriété hydrique. Enfin, je vois, il y a des actions qui permettent à la fois de réduire les prélèvements ou consommation d'eau et les rejets chimiques. Enfin, typiquement, rendre un système plus efficace, réduire des fuites, c'est globalement positif. Après, sur l'impact de la consommation d'eau, c'est sûr que pour l'environnement, enfin voilà, de rejeter à l'atmosphère de l'eau sous forme de vapeur, il n'y a pas d'impact en soi en ce sens. Par contre, c'est de l'eau qui n'est pas restituée sous forme liquide à l'aval. Donc, il y a un impact sur le partage de la ressource. C'est la même chose, par exemple, sur l'eau qui est consommée pour l'irrigation. En soi, ça n'a pas d'impact nocif pour l'environnement d'irriguer, mais c'est de l'eau qui n'est pas disponible à l'aval, d'où un enjeu autour de la gestion quantitative de l'eau. Bon, après, nous, on est sur des grands fleuves, mais ça sera un autre sujet. Et sur l'impact lié à l'environnement et la qualité, encore une fois, il y a une réglementation qui est très stricte pour encadrer ces rejets chimiques et thermiques. Et nous, par exemple, si
on a la température. Donc, par exemple, nous, on a des règles qui sont différentes par site, mais on ne doit pas dépasser un seuil d'échauffement entre l'amont et l'aval d'une centrale nucléaire, ou alors, pour certains sites, ne pas dépasser un niveau de température à l'aval de la centrale. Et si ces seuils risquent d'être dépassés, alors on réduit ou on arrête la production. D'accord. Voilà, de la même façon. Ouais. Ouais, pardon. Alors là, il me manque peut-être des points physiques, mais sur la vapeur d'eau, sur les polluants qui pourraient être vaporisés ou comme ça, il y a des mesures au niveau des Non, mais aéros globalement, fluctuants. il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Pas Il d'enjeu. y a des suivis, mais enfin, j'ai pas forcément toutes les infos là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de sujet. Enfin, il y a des suivis, mais enfin, il n'y a rien de, comme on dit, matériel. Ok. Oui, ou ce serait peut-être les légionelles, mais c'est autre chose. Enfin, Ouais, du coup, on est euh, sur la qualité ouais. de l'eau, quoi. Ok. Merci. Eh ben, merci, merci à toutes les trois. Merci à tous pour vos questions et je vous propose à présent donc, de passer en sous-groupe pour un temps d'échange entre pairs pour que vous puissiez partager vos retours d'expérience, que vous puissiez également poser vos questions si vous en avez encore à Béatrice et à Anne-Laure qui seront chacune dans un sous-groupe. Manuela, encore un grand merci pour ta participation ce matin. Je sais que tu ne peux Merci pas à vous. Ouais, en deuxième heure. Donc vraiment, merci pour cette intervention de qualité. Et voilà, je te dis à très bientôt. Donc voilà pour faire un petit, pour vous donner voilà, une idée des questions. Donc on commencera par un tour de table. Et on a trois questions qu'on aimerait aborder avec vous sur les mesures concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour une gestion durable et circulaire de l'eau au sein de vos sites industriels ou chaînes de valeur. Une question sur la collaboration, comment est-ce que, dans quelle mesure vous travaillez en synergie avec des parties prenantes externes pour optimiser la gestion de la ressource hydrique. Et enfin, une question plus sur votre stratégie industrielle. Est-ce qu'elle intègre la prévention des risques liés au stress hydrique, que ce soit à court, moyen ou long terme? Donc voilà, on vous invite à participer. Si que vous ayez peu, beaucoup d'éléments, des questions ou pas, je pense que c'est toujours très intéressant d'être en lien avec tous les membres et de prendre la température sur ces enjeux. Donc voilà, Joanne, je te laisse nous envoyer dans quelques instants dans les sous-groupes et on se retrouve à -10, -5 en plénière pour une conclusion, les next steps, les prochains événements du club et voilà. Je vous remercie. On va vous envoyer la synthèse avec donc le replay et la synthèse des échanges. N'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez avoir des mises en relation avec les intervenants ou entre vous pour continuer les discussions. Sinon, vous savez que vous allez tous vous retrouver le 2 octobre à Bercy. C'est le club de rentrée, donc au ministère de l'économie et des finances. On va parler des modèles d'affaires circulaires avec la directrice stratégie de Signify, le CEO de The Future is Neutral et la directrice développement durable de BNP Paribas. Et nous aurons également la présence, toujours en cours de confirmation, de Jessica Roseval, qui est la commissaire à l'économie circulaire à la Commission européenne, voilà, et qui reviendra sur les réglementations, PPWR sur les emballages, ESPR sur l'éco-design des produits et passeport produit numérique. Donc voilà, on espère que vous serez présents. On vous a envoyé un save the date. On va vous renvoyer à nouveau des relances. N'hésitez pas à mobiliser en interne. C'est vraiment un gros club. C'est l'occasion de tous se retrouver. Voilà, on a hâte. Du coup, sur la programmation à la rentrée, on va avoir différents ateliers digitaux. Un qui porterait sur les filières REP, un autre sur la communication circulaire et sur le passage à l'échelle. Sur les filières REP, je vous pose là directement la question, est-ce que vous avez des axes précis, particuliers ou des questions que vous vous posez? Est-ce que si vous souhaitez déjà dans le chat nous donner deux, trois idées d'axes à aborder, sinon à m'envoyer un email à ce sujet. C'est précieux, ça nous permet de construire le temps d'expertise en répondant bien à vos attentes. Donc voilà, et ensuite, Joanne, on va vous partager un sondage pour noter cet atelier. C'est vraiment important pour nous, ça fait partie de nos OKR, de savoir voilà, à quel point cet atelier a été utile et s'il répond bien à vos attentes.
Donc, merci voilà, de chacun de prendre le temps de nous donner ce feedback. Et n'hésitez pas également à nous envoyer des mails avec des feedbacks un peu plus personnalisés. C'est toujours très apprécié. Voilà. Un grand merci encore à tous. Et je vous dis du coup à la rentrée pour le club à Bercy.